Je vais juste rapidement préciser avant qu'on commence que le programme Connect Aînés, c'est un programme national qui est financé par le gouvernement du Canada à travers le programme Nouvelles Horizons et la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Alors, le thème d'aujourd'hui va porter sur l'ostéoporose. Alors, elle est connue comme une maladie qui attaque les os. Elle a une prépondérance un peu plus accrue chez les personnes âgées, mais elle peut attaquer toutes les tranches d'âge. Alors, comment éviter? Quels sont les moyens pour lutter contre ça? Nous avons avec nous la docteure Michelle Dion qui va nous faire un super, qui va nous donner de plus amples détails à propos. Et sans tarder, je vais te laisser Michelle. Bonsoir Michelle. Parfait. Merci, Christelle. Merci de nous avoir invités pour parler de l'ostéoporose qu'on appelle la voleuse silencieuse. Pour éviter peut-être les problèmes de connexion où tu disais des fois que le son coupait, peut-être j'inviterais justement, je pense que tu viens de muter les gens. C'est parfait. Puis, si jamais ça arrive, dis-moi là, ça m'est déjà arrivé avec une autre association. Et qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on fermait notre vidéo. Ça aidait à pas perdre le son. Alors, d'abord, cette présentation sera co-animée avec Cécilia Bernier, que vous avez vue, qui est une étudiante à l'Université de l'Alberta. Alors, pourquoi qu'on a choisi de parler de l'ostéoporose? C'est que je vois plusieurs personnes au bureau qui sont aux prises avec ce problème, mais qui auraient pu le prévenir en changeant certaines de leurs habitudes. Et ceux qui en sont affectés peuvent réussir à maintenir une certaine densité osseuse en changeant aussi leurs habitudes. Alors, je vais d'abord commencer par partager mon écran. Tu me fais toujours signe si jamais tu vois bien. C'est bon, c'est bon. Merci. Alors, qui est Éduc Franco Santé? Eh bien, c'est nous. C'est une association sans but lucratif qui a pour mission d'éduquer la population francophone sur différents sujets de la santé en partenariat avec les étudiants de l'Université de l'Alberta. Alors, si vous voulez voir nos vidéos que nous avons faites, vous pouvez aller sur Éduc Franco Santé YouTube et vous allez voir toutes nos vidéos, incluant une vidéo sur l'ostéoporose que nous avons faite cette année. OK, donc on va parler un peu de l'ostéoporose, mais on va commencer avec des petites définitions pour savoir un peu plus sur ce sujet-là. Donc, en fait, l'ostéoporose, c'est, comme on a dit, une maladie des os. Et plus précisément, c'est la perte de masse osseuse. Donc, ça veut dire que les os deviennent plus fragiles et donc on devient plus susceptible à des fractures, même après un léger impact. Et ces fractures-là qui arrivent après même un petit impact, on appelle ça des fractures de fragilité. Donc, des fractures qui sont dues justement à la fragilité des os. Et on appelle aussi l'ostéoporose, donc la voleuse silencieuse. Et ça, c'est parce que la détérioration des os arrive sur plusieurs années. Donc, en fait, c'est qu'on peut être atteint d'ostéoporose sans nécessairement s'en rendre compte jusqu'à ce que, justement, on ait une fracture. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la voleuse silencieuse, parce que c'est comme si l'ostéoporose vole silencieusement nos os jusqu'à ce qu'on s'en rende compte un peu plus tard. Et donc, on sait que les fractures les plus couramment associées justement à l'ostéoporose sont les fractures des hanches, des vertèbres et aussi des poignets. Et donc, on sait que les fractures, ça peut causer des changements dans la qualité de vie des gens, justement à cause surtout de la douleur que ça peut causer et aussi la perte d'indépendance. Donc, on peut avoir plus de difficultés à faire certaines choses qu'on avait de la facilité à faire. Et donc, parlons un peu maintenant des os et de comment ça fonctionne, ces os-là. Donc, c'est des organes qui sont très intéressants, euh, justement parce que les os sont en perpétuel remaniement. Donc, ça veut dire qu'ils changent constamment. Et justement, ce qui est un peu assez intéressant, c'est que 7% de notre squelette est en train de se défaire et se refaire.
Ce qui est un peu, c'est intéressant à penser. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le remodelage. Donc, vraiment, les os sont toujours en train de se défaire, se refaire. Et c'est important pour notre santé. Donc, c'est un phénomène assez important aussi. Et ça, c'est le remodelage est assuré par deux types de cellules en particulier. Donc, on a les ostéoblastes, donc avec un B. Et les ostéoblastes, eux, ils favorisent la formation des os. Donc, ils favorisent la formation d'un nouvel os. Et on a aussi les ostéoclastes qui, eux, vont résorber l'os. Ça veut dire qu'ils vont un peu défaire la matière osseuse. Et on a vraiment besoin de ces deux cellules-là pour garder justement l'équilibre dans notre matière osseuse. Donc, les deux cellules sont très importantes pour qu'on ait des os en santé. Et si vous voulez vous rappeler un petit truc pour ostéoblaste, blast, c'est un B comme un bébé, donc les bébés os qui se reforment un peu, si ça peut vous donner un truc. Et ostéoclaste, c'est l'autre cellule. Donc, ça, c'est les deux cellules importantes pour les os. Et je pense qu'on a une vidéo à jouer aussi ici. Je vais essayer de la mettre, voir si je peux. On connaît mes talents. Vous voyez toujours? Hein? Yes, on voit. Yeah. On a une petite vidéo qui montre un peu tout ce remodelage osseux-là. Donc, On écoute juste les quelques premières minutes. Inquiétez-vous pas. on voit juste le diapo. Je ne sais pas si la vidéo joue. Pardon? Je ne sais pas si la vidéo joue. Oui. OK, parce qu'on la voit pas, genre. Ben, c'est ça. Enfin, parce que c'est au début quand on partageait. Ah, OK, peut-être repartage sur l'autre page. Share sound puis optimize vidéo. Je vais juste essayer une dernière fois. OK, parfait. On l'a. Yeah. C'est ça, il y a un petit clic. Croissance des os tout au long de l'enfance, puis par une perte progressive de densité osseuse qui commence au début de l'âge adulte et peut s'accélérer significativement chez l'adulte âgé. La densité osseuse est modulée par un groupe de cellules, notamment les ostéoclastes, cellules responsables de la résorption osseuse, et les ostéoblastes, qui comblent les cavités de résorption créées par les ostéoclastes. Les ostéoclastes s'ancrent à la surface de l'os et créent ainsi sous la cellule un micro-environnement appelé zone de scellement. Au sein de cette zone, les ostéoclastes créent un environnement acide qui dissout la substance minérale de l'os. Une fois ce processus achevé, les enzymes libérées par les ostéoclastes éliminent la matrice osseuse collagénique restante pour achever le processus de résorption. Après la résorption, les ostéoblastes migrent vers l'espace de résorption et commencent à produire et à former un dépôt de matrice organique appelé tissu ostéoïde. Principalement constitué de collagène, le tissu ostéoïde forme un support sur lequel les minéraux commencent à se cristalliser, notamment le calcium et le phosphate. Certains ostéoblastes actifs sont pris dans la matrice qu'ils sécrètent et deviennent alors des ostéocytes. D'autres ostéoblastes mourront par apoptose, c'est-à-dire par mort cellulaire programmée, ou redeviendront des cellules bordantes à la surface de l'os. Ce cycle de résorption et de formation au même site osseux est appelé remodelage. Il existe également un processus où la formation de l'os par les ostéoblastes intervient sans résorption osseuse préalable par les ostéoclastes. Ce processus entraîne une augmentation de la masse osseuse et est appelé modelage osseux. Le modelage osseux favorise la croissance des os et joue un rôle important dans le maintien de la résistance osseuse. Le remodelage joue également un rôle important au cours de la croissance osseuse par l'optimisation de la structure de croissance. C'est juste pour vous montrer le principe entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Un forme de l'os, si on veut, et l'autre enlève l'os. Alors, c'est toujours un processus de remodelage. Parfait. Alors, on est de nouveau. On pourra aller à l'autre partie. OK, parfait. Donc, ça, c'était la théorie plus scientifique de
de tout ça. Mais oui, vraiment, c'est vraiment comme un travail d'équipe entre les ostéoblastes et les ostéoclastes pour garder l'équilibre dans nos os. Et donc maintenant, pour en revenir un peu plus à l'ostéoporose, donc voici quelques petites statistiques en lien avec cette condition-là. Donc l'ostéoporose affecte surtout les personnes de plus de 50 ans et elle touche aussi beaucoup de personnes au Canada. Donc on voit ici 2 millions de Canadiens sont affectés par l'ostéoporose. Et on voit des statistiques différentes entre les femmes et les hommes. Et ça, on va en reparler aussi un peu plus tantôt. Donc, on sait qu'au moins une femme sur 3 va avoir l'ostéoporose et un homme sur 5. Donc, une femme sur 3 et un homme sur 5 vont avoir comme des fractures dues à l'ostéoporose au cours de leur vie. C'est quand même un nombre assez élevé. Et aussi, les fractures de fragilisation, comme on a dit tantôt, vont représenter 80% des fractures chez les femmes ménopausées de plus de 50 ans. Donc, les femmes sont plus à risque de souffrir de ces fractures-là. Et aussi, les fractures. Donc, ça, c'est une statistique assez impressionnante. Donc, les fractures qui sont dues à l'ostéoporose sont plus fréquentes que les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et les cancers du sein combinés. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est assez présent dans notre société. Et aussi, donc, un patient sur 3 qui a souffert d'une fracture de la hanche va subir une autre fracture dans les 12 mois suivants. Donc, on voit à quel point l'ostéoporose peut affecter quand même la qualité des gens qui en souffrent. Et donc, avec tout ça, donc on a parlé un peu de comment les os fonctionnent, les statistiques en lien avec l'ostéoporose, et on a vu que c'est vraiment une condition qui affecte beaucoup de personnes. Mais donc, si on sait pourquoi est-ce que certaines personnes vont souffrir plus d'ostéoporose que d'autres. Et donc, un des facteurs premiers, en fait, c'est le vieillissement, donc le fait de vieillir. Et donc, essentiellement, ce qui arrive, c'est que le pic de la masse osseuse, donc le maximum de la masse osseuse qu'on obtient, arrive entre 16 et 20 ans chez les femmes et entre 20 et 25 ans chez les hommes. Donc, dans la vingtaine, dans l'entour de la vingtaine. Oui. Cécilia, je pense que ça coupe. Peut-être Ah, ça coupe? Oui, il faudrait fermer ta vidéo. OK, je vais fermer ma vidéo, puis tu me le diras après si ça marche bien. OK. Je vais me déplacer. OK, merci de me l'avoir dit. Est-ce que ça a l'air d'être mieux maintenant? Continue, on va voir. Mais on n'a rien manqué. C'est juste que des fois, on a fait des petits. OK, c'est bon. Je suis dans un sous-sol, donc peut-être des fois la connexion est un peu weird. Mais OK, merci. Dis-moi si jamais ça coupe encore. Mais ouais, c'est ça. Donc, le vieillissement, c'est un des facteurs de risque. Et donc, donc, on a notre maximum de densité osseuse dans la vingtaine environ. Et à partir de 35 ans, c'est là qu'on commence à avoir la perte de la masse osseuse. Et ça, cette perte de masse osseuse-là va augmenter au cours de la vie et surtout chez les femmes pendant la ménopause. Et ça, c'est parce que les hormones estrogènes qu'on appelle vont diminuer pendant la ménopause. Et ça veut dire que les cellules ostéoclastes, donc celles qui enlèvent l'os, vont être plus actives. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir plus de résorption osseuse. Et donc, les os vont perdre plus de leur densité. Et aussi, donc, on a parlé de l'âge, mais il y a aussi le fait d'avoir une histoire personnelle de fracture ou de fracture de fragilité. Donc, si vous avez de l'histoire familiale avec, par exemple, des fractures de la hanche, donc vous avez une certaine prédisposition à développer l'ostéoporose. Et donc, ça serait c'est des facteurs à vérifier à ce niveau-là. Est-ce que le volume est mieux maintenant? C'est parfait. OK, parfait. Alors, il y a aussi comme facteur de risque certains médicaments que les personnes pourraient prendre qui pourraient favoriser la perte de masse osseuse, donc favoriser l'ostéoporose. On pense entre autres à la prénisone. C'est surtout la prénisone prise par la bouche. J'ai mis les doses à peu près. Là. Il faut quand même la prendre pendant plusieurs semaines pour que ça emmène un effet sur les os. Si jamais vous recevez des injections de cortisone, il faut faire attention. Si on en reçoit trop régulièrement, ça peut aussi amener une certaine résorption parce que la cortisone, même si c'est injecté, par exemple, au niveau des genoux,
il y a quand même une petite absorption systémique. Donc, à la longue, ça pourrait affecter aussi la densité osseuse. Mais le plus important avec la cortisone, c'est celle qui est prise par la bouche. Il y a certains médicaments, dont pour les cancers, dont le cancer de la prostate et le cancer du sein, parce qu'ils inhibent justement les hormones, donc ils vont favoriser aussi l'ostéoporose. Plusieurs personnes prennent des antiacides. Hein? Je suis sûre parmi vous, là, plusieurs personnes ont des problèmes d'estomac. Ils vont prendre des médicaments comme le Losec, le Tecta, tous les médicaments qui finissent par des OL, surtout. Mais les médicaments aussi comme la ranitidine peuvent affecter l'absorption du calcium, entre autres, et c'est pour ça que les gens, en ayant moins de calcium absorbé, ils pourraient avoir plus de résorption. Les gens, par exemple, qui prendraient des antiépileptiques, surtout les deux que j'ai mentionnés là, le Tegreta, le dilantin, c'est des médicaments aussi qui sont en lien avec l'ostéoporose. Certains diurétiques, comme le Lasix, parce que le Lasix augmente la perte de calcium par les reins. On peut penser les médicaments qui augmentent les risques de chute à cause, par exemple, de l'étourdissement, de la baisse de pression. Parce que si on tombe, c'est là qu'on pourrait se fracturer si on a de l'ostéoporose. Il y a aussi certaines maladies, comme j'ai mentionné là, qui pourraient favoriser l'ostéoporose. Alors, on connaît par exemple l'arthrite rhumatoïde ou les autres arthrites inflammatoires, souvent à cause des médicaments, dont la prénisone. Certains problèmes de malabsorption, hein, à cause que les gens ont une moins bonne absorption au niveau du calcium et de la vitamine D, pourraient aussi augmenter ce risque. Donc, on pense aussi les autres choses, la ménopause précoce avant 45 ans, les gens qui ont moins de testostérone, l'andropause. Souvent, l'andropause, pour ceux qui l'auraient, on dirait que ce n'est pas tout le monde vraiment qui souffre des symptômes d'andropause. Souvent, si ça arrive, ça va arriver beaucoup plus tard dans la vie versus que les femmes, la ménopause arrive pas mal autour de la cinquantaine. Différents problèmes de reins aussi, le foie pourrait aussi être en lien ou favoriser l'ostéoporose. Et les fractures de stress pourraient être un peu liées, les fractures d'ostéoporose, pourraient être un peu liées au diabète à cause que le diabète parfois affecte les petites terminaisons nerveuses en dessous des pieds, puis les gens se sentent moins les pieds, donc sont plus à risque de chute. OK, donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'ostéoporose, est-ce que mon volume est toujours correct? Il est toujours parfait, je te dirais. Parfait, super. Donc, on va parler un peu d'autres facteurs de risque qui sont en lien avec l'ostéoporose et qui peuvent donner un peu des trucs de quoi faire pour diminuer nos risques de souffrir de cette maladie-là. Et donc, premièrement, les habitudes de vie, donc les muscles, comme les os aussi, c'est des tissus vivants qui deviennent plus forts si on fait de l'exercice. Et donc, l'exercice va aider à augmenter l'équilibre, mais aussi la force musculaire. Et donc, ça va nous aider à prévenir les chutes et donc les fractures, surtout si on a de l'ostéoporose. Et aussi, parlons de la cigarette, donc fumer. Alors, on sait qu'il y a plusieurs raisons pourquoi on ne devrait pas fumer, mais en ce qui concerne l'ostéoporose, on sait que la nicotine et les toxines qui sont dans la cigarette s'attaquent directement aux cellules des os, ce qui va donc nuire à la circulation sanguine dans les os et donc aussi diminuer la production d'estrogène. Et comme on a dit tantôt, la diminution d'estrogène peut contribuer à l'ostéoporose. Aussi, en ce qui concerne l'alcool, donc l'alcool, on sait que la consommation importante d'alcool peut augmenter le risque d'ostéoporose parce que justement, l'alcool joue sur les cellules ostéoblastes, donc celles qui forment les os. Et aussi au niveau de la diète, donc la vitamine D, on en entend beaucoup parler, surtout en hiver. Donc, pensez-vous que vous prenez assez de vitamine D? Donc, pour ça, on a une vidéo, en fait, qui est vraiment dédiée à la vitamine D. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous êtes bienvenus à aller voir sur notre site YouTube. Mais en résumé, donc, la vitamine D va aider notre corps à mieux absorber le calcium qui vient de notre alimentation. Et on sait que le calcium est important pour la formation des os.
Et donc, ça pourrait aussi avoir des effets pour augmenter la force musculaire chez les personnes âgées. Donc, plusieurs bénéfices à ce niveau-là. Et encore sur la diète, donc, on a également les protéines, donc, qui ne sont pas à négliger. Alors, les protéines sont vraiment un nutriment important pour la santé des os et aussi la prévention de l'ostéoporose. Alors, les protéines sont une composante clé des muscles et les muscles jouent un rôle crucial dans justement la mobilité et pour prévenir les chutes aussi. Alors, trop souvent, les aînés vont peut-être pas manger assez de protéines. Et donc, ça va être, on va en reparler un peu plus loin, mais donc les protéines sont vraiment importantes dans notre diète pour justement avoir une bonne composante au niveau des muscles. Aussi, au niveau de la diète, on a le fameux calcium. Donc, on en a parlé un peu avec la vitamine D, mais essentiellement, le calcium, c'est un nutriment qui est moins bien absorbé lorsqu'on vieillit. Mais on a encore besoin d'un apport adéquat en calcium pour justement aider à freiner la perte osseuse et réduire le risque de fracture. Donc, c'est un nutriment important à avoir dans notre alimentation. Et aussi, quelque chose qui est intéressant peut-être, c'est un avantage d'avoir un surplus de poids. Donc, c'est protéger contre l'ostéoporose. Donc, avoir un excès de poids va en fait équivaloir à un exercice musculaire. Et donc, comme l'exercice de musculation, un peu l'obésité va être associée à une réduction de l'ostéoporose. Et aussi, donc, une perte de poids de plus de 10% par rapport à celui de l'âge de 25 ans peut aussi augmenter le risque d'avoir de l'ostéoporose. Donc, ça, c'est un point intéressant à mentionner. Et comme on a mentionné plusieurs fois aussi, il faut faire attention aux chutes parce que ça nous donne un plus grand risque d'avoir des fractures. Donc, assurez-vous que vous avez un environnement qui est sécuritaire. Est-ce que vous avez une bonne vision? Est-ce que peut-être vous avez des fois des étourdissements qui pourraient vous mener à tomber? Et donc, ça, c'est toutes des situations qui peuvent augmenter justement le risque d'avoir des chutes et donc des fractures, surtout si vous avez de l'ostéoporose. Alors, Cécile, est-ce que tu dis que les gens devraient prendre du poids pour éviter de faire de l'ostéoporose finalement? Ça, c'est honnêtement un fait assez surprenant, je dirais, à ce niveau-là. Mais c'est ça, Alors, faut garder une bonne alimentation. beaucoup de gens s'inquiètent en vieillissant, la ménopause, les gens prennent du poids, ils ont la misère à perdre de poids, mais il y a un avantage avec ça, hein, il faut quand même regarder, il y a toujours un avantage à chaque chose. Un des avantages, c'est que ça peut vous protéger contre l'ostéoporose. Ça, c'est un fait assez intéressant, honnêtement. On s'en douterait pas, mais comme tu dis, il y a des avantages parfois à tout, right? Donc, Désolée. Fait qu'on va finir cette petite partie-là avec l'examen physique et parler un peu de la densité osseuse. Et après ça, on va vous poser un quiz. Alors, restez alerte, ne vous endormez pas parce que c'est à vous à répondre à nos questions par la suite. On va voir si vous avez bien écouté. Alors, à l'examen physique, quels pourraient être les indices qui pourraient vous faire penser que vous souffrez peut-être d'ostéoporose? Parce qu'on se rappelle, l'ostéoporose, c'est une maladie qu'on dit la voleuse silencieuse. Alors, peut-être que vous en souffrez, puis vous ne le savez pas. Alors, voici quels sont les indices qui pourraient vous laisser suggérer que vous en souffrez. Alors, d'abord, avez-vous rapetissé? Alors, la diminution de la taille peut constituer un élément qui pourrait vous donner des indices. 70% des fractures des vertèbres ne causent aucune douleur au niveau des colonnes vertébrales, surtout la colonne thoracique. Donc, c'est à cause de ces compressions-là de la colonne vertébrale thoracique que vous pouvez avoir une diminution de votre taille. Donc, si votre taille a diminué de 2 cm depuis la dernière fois que vous êtes fait mesurer au bureau du médecin, ou plus de 6 cm depuis l'âge du jeune adulte, vous souffrez peut-être d'ostéoporose. Alors, il faudrait peut-être aller voir votre médecin pour avoir un rayon X de votre dos pour voir si vous avez des fractures de compression. L'autre chose, pour savoir si vous serez peut-être à risque de chute, c'est de voir si vous êtes capable de vous lever de votre chaise sans vous appuyer. Alors, vous gardez les bras en l'air, vous essayez de vous lever de votre chaise. Si vous êtes capable, vous êtes moins à risque de chute. Si vous ne l'êtes pas, attention, vous êtes à risque de chute.
Puis, donc, on parle de fracture de compression importante lorsqu'on on fait un rayon X de la colonne vertébrale, surtout thoracique, et qu'on voit des compressions de 25 %. C'est là ce qu'ils vont dire que c'est significatif. Il y a aussi un outil que vous pouvez aller le faire vous-même en ligne, qu'on appelle le FRAX. Le FRAX, c'est pour le Fracture Risk Assessment Tool. Vous pouvez aller en ligne, remplir le formulaire, puis ça vous donnera aussi un indice si vous êtes à risque de souffrir d'ostéoporose. Parce que si jamais vous n'avez jamais été dépisté, ça pourrait être une façon d'initier la conversation avec votre médecin. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne à peu près ça. Quand vous allez sur le site, ça vous donne cette vignette-là et vous remplissez les différents items comme votre poids, votre taille, si vous avez déjà des histoires de fractures, par exemple. Puis, ça va vous donner un résultat qui va être est-ce que vous êtes à risque d'en souffrir, léger, modéré ou sévère. Alors, ça, c'est des estimations. Mais le test vraiment pour savoir si vous faites de l'ostéoporose, c'est la densité osseuse. C'est vraiment ce test-là que ça nous prend pour savoir si vous en souffrez. Alors, qui doit passer le test? Alors, on va suggérer pour sûr à tous les gens de plus de 65 ans, incluant les hommes. Mais souvent, les femmes, il est très fréquent que les femmes vont se faire offrir le test de densité osseuse bien avant 65 ans. Parfois à 60, parfois à 58 ou surtout après 50. Moi, j'ai tendance à le demander 10 ans après la ménopause, mais on ne peut pas nous le demander pour ceux avant 50 ans. Oui, il peut arriver que les gens peuvent souffrir d'ostéoporose avant 50 ans, mais ça, c'est plutôt particulier. C'est vraiment des gens qui ont des problèmes de santé particuliers, puis le spécialiste habituellement s'occupe de le demander. Alors, si par exemple, quelqu'un a eu la ménopause à 50, bien, il y a des bonnes chances qu'à 50, elle n'a pas d'ostéoporose parce qu'elle a encore eu toutes ses hormones. Alors, souvent, moi, j'attends 10 ans. Mais 10 ans, c'est juste, c'est pas écrit, là, c'est pas scientifique, c'est ma pratique. J'ai souvent tendance à le demander bien avant 65 ans parce que le but, c'est de prévenir. Moi, j'aime beaucoup faire la prévention. Alors, je ne veux pas attendre que la personne se fasse dire, oui, ostéoporose à niveau au risque. J'aime mieux savoir avant pour pouvoir, s'il y a des choses à faire, changer. Il y a des femmes, surtout avant, ça c'est pour en général, moi, je demande, peu importe l'état de santé, mais c'est sûr que les gens avec certains problèmes de santé, par exemple, on va bien sûr les demander plus vite que 65 ans. Je vous les ai mis ici. Donc, certaines personnes, par exemple, qui ont des petits poids ou qui ont perdu beaucoup de poids ou qui ont des médicaments à haut risque, par exemple, que je vous ai mentionné plus tôt, on va leur offrir de passer la densité osseuse avant 65 ans. Alors, la densité osseuse, pour ceux probablement parmi vous qui l'ont passé, c'est aucune injection. On est couché sur une table, puis il y a une machine qui passe devant vous, par-dessus vous. Il y a beaucoup de gens, par exemple, pour les rayons X, entre autres, qui vont s'inquiéter de la radiation. Hein? Mais c'est un fait intéressant que j'ai mis là. La quantité de radiation que vous recevez lorsque vous passez le test de densité osseuse serait comparable à un voyage en avion de Toronto à Vancouver. Parce que quand on prend l'avion, on est toujours exposé à la radiation. Alors, donc, la radiation n'est pas si grande que ça. Donc, ça mesure la quantité de radiation qui traverse les os au niveau des hanches et de la colonne vertébrale. Ils vont comparer ça à celle d'un jeune adulte, qu'on va appeler un score T. Le score T va se faire au niveau des hanches et aussi au niveau de la colonne vertébrale. Leurs résultats vont arriver selon si le score T, ça va être moins 2,5 ou je vous ai mis les résultats qui sont là. La normale, c'est de 0 à moins 1. Moins 1 à moins 2,5, on parle de ostéopénie. Puis l'ostéoporose, c'est quand on a moins que 2,5. Donc, ça, c'est une valeur. Je vous dis ça parce qu'il y en a des fois qui voient leurs résultats. Puis donc, ça va vous permettre de comprendre un peu là, de quoi qu'on parle. Mais pour savoir quel est votre niveau de risque de fracture, de fragilité dans les prochains 10 ans, ils vont
utilisez ce score-là, donc la densité osseuse, vous, par rapport à quelqu'un, par exemple, de 25 ans, qui a le score T, mais il va ajouter votre âge, puis il va ajouter votre sexe. Là, ça va donner faible, modéré ou sévère. Alors, modéré, c'est là ce qui sont, c'est modéré, est-ce qu'on traite, on ne traite pas, fait que qu'est-ce qui peut aider à choisir, à décider qui on traite? Ils vont passer un rayon X au niveau de la colonne pour voir si les gens n'auraient pas par hasard des fractures de compression qui ne seraient pas rendues compte. Si jamais c'est ça, bien là, et automatiquement, les gens vont être traités. Alors, qui qu'on traite, ça va dépendre de différents facteurs. Puis c'est là ce qui est, par exemple, si vous avez différentes choses, comme par exemple, vous prenez de la cortisone, puis vous avez déjà eu des fractures de fragilité, tout de suite, ils vont vous traiter. Donc, le radiologiste utilise différents algorithmes pour décider avec votre résultat et vos facteurs de risque, est-ce que vous devez être traité ou pas traité. Alors, c'est souvent sur le rapport. Le médecin de famille on n'a pas besoin de se casser la tête. C'est le radiologique avec tout le radiologiste avec tout son algorithme, il va nous suggérer le traitement, qui va vous catégoriser quel est votre risque selon votre risque, là, c'est là le traitement pourrait être ou ne pas être indiqué. Là, c'est notre premier quiz. Est-ce que vous êtes bien réveillés? En fermant la caméra et en mettant, moi, l'écran à plein écran, je ne vois pas personne. Alors, j'espère que vous êtes encore là. Oui, nous sommes là, Michel. Merci, parce que c'est toujours étrange quand on fait ça. Alors, premier quiz pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'ostéoporose? Avez-vous des idées? Je pense que il faut bien s'alimenter. Bien sûr. Puis, qu'est-ce que tu veux dire dans l'alimentation? Manger des aliments qui sont riches en qui sont surtout riches en calcium parce que c'est important pour les os. Est-ce que tu penserais à une autre chose qu'on pourrait faire, que les gens peuvent faire pour prévenir l'ostéoporose? Monique Ou Ramage parle de bien manger des protéines, faire du sport aussi. le sport? Oui, Oui. parfait. Oui, dans le chat, on avait aussi eu la réponse de l'exercice et des protéines. Donc, Yeah. Monique, exactement. Mhm. Alors, tu peux répondre, Cécilia, c'est ton tour. Oh yeah. Donc, exactement. Donc, on a eu des bonnes réponses, mais essentiellement, donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, oui, on a aussi ne pas fumer dans le chat. Donc, tout au niveau de la diète, on a parlé de calcium, protéines, vraiment important, vitamine D. Surtout ici, on sait qu'en hiver, des fois, c'est un peu plus difficile d'avoir la lumière du soleil qui va aider justement à produire de la vitamine D. Donc, ça, c'est important aussi. On a également, donc la caféine, ça, c'est, en fait, ça diminue, en fait, ça augmente le risque d'avoir de l'ostéoporose. Donc, caféine, il faut faire attention à ça. Donc dans le chat, on avait la caféine avec des points d'interrogation. Mais oui, donc, Michel, je ne sais pas si tu veux élaborer là-dessus, mais oui, la caféine, ça peut augmenter les risques. Ensuite, on a le calcium dans la diète, l'exercice physique important pour les muscles aussi. Différents médicaments, donc on a parlé par exemple de la prénisone, différents médicaments qu'il faut faire attention, qui peuvent jouer aussi sur les os. La prévention des chutes, c'est vraiment important parce qu'on sait qu'après avoir eu une fracture, on est plus à risque d'avoir d'autres fractures, donc c'est important d'être dans un environnement qui nous permet de prévenir le risque des chutes le plus possible. Et aussi, alcool, tabac, donc on sait que c'est des habitudes qui sont un peu moins santé, donc faire attention à ça également dans nos habitudes de vie. Donc, vous voyez ici, il y a un grand, beaucoup de différentes façons de prévenir l'ostéoporose. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça dans votre vie quotidienne aussi. Et on va en parler là, justement de la caféine. Gardez la question parce qu'on a la réponse en deux.
Ah, c'est le tien, non? Yeah. Oui, ça, c'est moi. Oui. OK, donc, on a parlé un peu de ça dans notre quiz, mais l'important, donc maintenant qu'on connaît vraiment plus l'ostéoporose, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que ça ne nous arrive pas ou pour ralentir l'ostéoporose? Donc, comme on a dit, parlez à votre pharmacien ou à votre médecin des différents médicaments que vous prenez et voir si ça pourrait vous mettre plus à risque de développer l'ostéoporose. Donc, c'est important de faire une liste des médicaments et de réviser ça avec un professionnel de la santé. Aussi, c'est important de savoir si, donc, faire un bilan pour exclure les causes secondaires de l'ostéoporose. Donc, on veut savoir, ça souvent, on va vous demander un bilan sanguin pour voir s'il y a peut-être d'autres facteurs ou conditions qui sont en jeu. Et aussi, donc, au niveau de l'exercice. Donc, on a parlé que l'exercice, c'est important, mais avant de commencer un programme d'exercice physique, demandez à votre médecin ou à votre physiothérapeute s'il y a des exercices à éviter pour pas justement que peut-être votre condition s'empire. Mais donc, 4 types d'exercices qui peuvent vous aider à rester en santé et à avoir des meilleurs comme résultats. Ça, on a les exercices qui améliorent la posture, qui améliorent l'équilibre. On a aussi le cardio et aussi la musculation. Donc, 4 types d'exercices physiques qui peuvent aider. En fait, musculation aérobie aussi, donc tout ce qui est mouvement, là. Et aussi, donc, Santé Canada recommande en fait 150 minutes par semaine d'activité modérée à élevée. Donc, vous pouvez répartir ça tout dépendant de votre horaire. Et on a aussi un site ici, donc un site web, Too Fit to Fracture. Donc, c'est pour avoir en fait une meilleure idée de le genre d'exercice à faire. Et donc, allez-y, allez voir le livret pour voir un peu qu'est-ce qui vous intéresserait, quel genre d'exercice physique vous voudriez faire et qui vous aiderait justement à diminuer les risques d'ostéoporose. C'est vraiment très bien, c'est simple, ça donne des images aussi. Oui, c'est vrai que les images dans l'exercice physique, c'est plus facile qu'essayer de s'imaginer le texte. Et donc, justement, on a des images ici. Donc, on a parlé de la posture, qui est vraiment important parce qu'on se tient debout, on s'assoit. Donc, la posture, c'est vraiment comme partout, tout le temps dans notre vie, vraiment. Donc, soyez conscient de votre posture. Même moi, présentement, ça m'a remis, je me suis dit, OK, je vais me tenir plus droite, right? Donc, la boîte, en fait, c'est rester droit. Et on a aussi des exercices qui sont vraiment pour cibler les muscles de la colonne vertébrale. Et donc, ce qui peut aider aussi, c'est faire l'exercice devant un miroir. Donc, voir un peu de quoi votre posture a l'air pour justement garder une bonne posture et conserver ça dans différentes activités de votre vie. Parce que c'est vraiment au quotidien, right? Et donc, aussi, on recommande de faire 5 à 10 minutes d'exercice pour améliorer la posture tous les jours. Donc, on a ici la boîte, position talon-orteil et aussi être debout sur une jambe. Et donc, vous pouvez vous tenir aussi à une chaise pour vous aider donc, au niveau de l'équilibre. Donc, pensez à ça et faites ça un peu quelques fois par jour, puis ça peut aider vraiment à améliorer la posture sur le long terme. Et aussi, l'équilibre, ça diminue les risques de chute qu'on a parlé, qui est un facteur de risque de l'ostéoporose. Maintenant, au niveau de la musculation, donc on sait nos muscles, c'est pas mal important et on a plein de différents exercices à faire. Donc ici, on a les pompes contre le mur, c'est push-ups, mais contre le mur, donc c'est un peu plus facile à faire. On a aussi l'exercice qu'on appelle le pont, ou en anglais, c'est vraiment populaire, le bridge. Et ça va vraiment travailler plus les muscles comme derrière les cuisses, les muscles du dos également. On a l'écharpe aussi, donc différentes façons de travailler le muscle du haut du corps. Et on a ici un mot un peu plus compliqué, donc abduction horizontale de l'épaule. Donc, c'est essentiellement juste au niveau des épaules ici. Alors ça, c'est des exercices qui sont assez complets, donc qui peuvent travailler pas mal tous les muscles de notre corps et donc avoir des bénéfices au niveau de notre santé, notamment donc prévenir les risques d'ostéoporose et nous garder plus en santé, donc plus fort. C'est toujours bien de faire de l'exercice physique aussi, ça fait du bien à notre esprit. C'est juste des images prises je vous ai mis le lien un petit peu avant sur la photo, puis le livret, c'est des exemples. Il y a d'autres exemples peut-être qui vont mieux vous attirer. Et ça peut vous donner une idée. Yes, exactement. Puis les images sont toujours aident à visualiser ça.
Et on a parlé de l'aérobic, donc qui est vraiment des exercices qui sont très amusantes. Et donc, on a une petite vidéo ici pour vous mettre dans l'ambiance de ce que c'est exactement l'aérobic. Pour vous réveiller de nouveau. Bon, là maintenant, justement, parlons plutôt de la nutrition. Alors, on va commencer par le calcium. Alors, les personnes âgées en 19 et 50 ans, souvent, on va suggérer un apport de calcium d'environ 1000 mg par jour, mais les personnes âgées de plus de 50 ans, on va leur suggérer de prendre environ 1200 mg de calcium par jour. Ça correspond environ à 3 verres de lait. Alors, parfois, les gens veulent prendre des suppléments de calcium, mais les suppléments de calcium sont là que pour complémenter la diète. Alors, on suggère de commencer par assurer d'avoir assez de calcium dans la nourriture. Puis, si jamais vous n'êtes vraiment pas capable parce que ça ne marche pas, vous n'aimez pas ça, vous avez beaucoup de difficultés à augmenter votre quantité de calcium dans la diète, à ce moment-là, les suppléments pourraient être suggérés. Alors, la quantité de suppléments, ça va dépendre de combien de calcium vous avez déjà dans la diète parce qu'on ne veut pas prendre trop de suppléments de calcium parce que sinon, le calcium va s'accumuler et peut causer, entre autres, par exemple, des pierres au rein. Si, par exemple, on parle de suppléments, bon, il y a 2 types de suppléments. Hein. La majorité des suppléments qu'on rencontre, c'est le gluconate de calcium. Alors, ça, c'est les suppléments les plus fréquemment rencontrés. Mais si vous prenez des médicaments pour l'estomac, comme le Losec, hein, on a parlé, comme le Tecta, l'oméprazole, le pantoprazole, alors le gluconate de calcium ne va pas marcher. C'est un autre type de calcium qu'il faut prendre. Il faut prendre le citrate de calcium à ce moment-là. Concernant la vitamine D, c'est très difficile d'obtenir la vitamine D à travers la nourriture. C'est pour ça qu'on suggère à tout le monde de prendre des suppléments de vitamine D qui vont aller de 800 mg à 2000 unités internationales par jour. Ce n'est pas des milligrammes. Pour la vitamine D, on appelle ça des unités internationales. Parfois, pour certaines personnes, par exemple celles qui souffrent d'ostéoporose, Cécile avait parlé de bilan sanguin, mais souvent, on va mettre le dosage de la vitamine D dans le bilan sanguin pour s'assurer que les gens ont assez de vitamine D. Et de là, on va ajuster. Il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de vitamine D, mais il y en a qui ont besoin de moins de vitamine D. Mais ça, en donnant de 800 à 2000 mg, 2000 unités internationales, ça vous donne une idée, là, en général, que c'est des doses assez correctes. Vous ne restez pas d'avoir trop de vitamine D. On parlait de protéines dans la diète. Beaucoup de personnes âgées ont de la misère à atteindre le niveau de protéines qui est recommandé par les diététistes du Canada. En vieillissant, on recommande pour les personnes par exemple, de plus de 60 ans, de manger de 1 à 1,5 g de protéines par kilo par jour. Alors, vous divisez, par exemple, en 3 repas. Donc, pour un poids moyen, par exemple, ça va donner à peu près de 25 à 30 grammes de protéines par repas. Alors, je vous ai mis des exemples, par exemple, une tasse de lait, un œuf, à combien de protéines ça correspond. Mais ne vous en faites pas. Si vous êtes intéressé à savoir, par exemple, justement, quel aliment contient du calcium et combien, et les protéines dans la diète, j'ai des ressources en français que je pourrais partager à Christelle, qui pourrait vous les envoyer à ceux qui sont intéressés. Et c'est bien parce que ça donne vraiment un tableau avec par exemple, le calcium, là, ça donne des tableaux, puis ça vous donne une idée, là, qu'est-ce que vous mangez, puis ça pourrait vous aider à réajuster. C'est important aussi d'avoir une diète faible en sel. On sait d'abord le sel, trop de sel peut faire monter la pression, donc c'est un avantage aussi de ce côté-là. Mais aussi, le sel augmente la perte de calcium par les urines parce que le corps va à la fois éliminer le sel, quand il y a trop de sel, il va l'éliminer par les urines, mais en faisant ça, il amène aussi du calcium. On va suggérer aussi de ne pas trop boire de caféine, un maximum de 2 à 3 boissons de caféine par jour,
parce que la caféine diminue l'absorption de certaines vitamines, dont le calcium. Alors, c'est pour ça, justement, le commentaire, ces boissons caféinées, c'est vrai, c'est parce que la caféine diminue l'absorption du calcium et aussi probablement de la vitamine D. On suggère, bien entendu, de fumer pour toutes les raisons que vous savez, mais la cigarette affecte aussi là, la formation des os. On limite aussi la consommation d'alcool. Maintenant, Santé Canada recommande de ne pas consommer plus de 2 consommations par semaine. Et attention aux chutes, hein, parce que les chutes, justement, c'est ça qui pourrait vous créer la fracture de fragilité. Donc, faites attention à la maison, de vous assurer qu'il n'y a pas de cordon qui dépasse, que les tapis, il n'y a pas des petits tapis, des petits raccoins là, sur lesquels vous pouvez vous enfarger. De mettre en fait votre maison sécuritaire pour vous empêcher de trébucher. Alors, pour certaines personnes, malgré qu'ils font tout ce qu'on a dit là, pour prévenir la perte de densité osseuse, tu peux quand même avoir de l'ostéoporose à risque, par exemple, élevé ou à risque modéré pour lesquels on va suggérer des traitements. Alors, voici les traitements qui sont souvent utilisés. Tout le monde connaît les fameux biphosphonates. Dans les biphosphonates, il y a le Fosamax, par exemple, l'Actonel, et tu en as un qui est une injection, l'acide zoledronique, c'est une injection intraveineuse 1 fois par année. Entre ça, on n'a pas besoin de rien faire, on prend juste cette injection 1 fois par année. Il y a aussi un type de médicament qui est une injection aussi sous la peau. Celle-là peut être donnée par le pharmacien, qu'on appelle le Prolia. Rarement, on va utiliser les autres médicaments que j'ai écrits là. Puis les médicaments pour augmenter les os, c'est vraiment dans des circonstances particulières. Par exemple, quelqu'un qui a vraiment une densité terrible, elle s'est fracturée, peut-être qu'elle va être suggérée de prendre ce médicament-là pour augmenter sa densité osseuse. Ça ne sera pas pour plus de 2 ans. Il faut pouvoir continuer avec un autre type de médicament. Mais je vous dirais, en général, quand c'est offert un médicament, les médicaments offerts vont être soit les bisphosphonates ou soit le Prolia. Les gens peuvent avoir peur des effets secondaires de ces médicaments. Hein. Bon, d'abord, pour les biphosphonates, comme le Fosamax et l'Actonel, souvent, les gens peuvent peut-être avoir des brûlements, hein, parce qu'il faut quand on la prend, il faut vraiment s'assurer de rester assis ou debout pendant un gros 30 minutes, voire 1 heure. Donc, on ne va pas se recoucher pour la prendre à jeun, mais au moins, c'est 1 fois par semaine. Mais pour certaines personnes, ça va quand même leur causer des brûlements. Donc, ça, c'est un certain effet secondaire. Puis à ce moment-là, on pourra changer puis donner un autre type de médicament qui ne sera pas par pilule, mais qui sera plutôt par une injection. Ça va. Mais les effets secondaires qui sont plus redoutés, mais qui sont rares, OK? Puis que des fois, les gens peuvent voir sur Internet, là, ont entendu parler de ces choses-là. Alors, c'est pour ça qu'on en discute, pour vous montrer que d'abord, c'est quand même rare. Ça peut arriver, vous êtes au courant, mais je veux dire, ça ne devrait pas vous empêcher d'avoir ce médicament-là si le médicament vous avait été suggéré. Bien sûr, vous pouvez en parler avec le pharmacien, puis il y a peut-être d'autres choix pour lesquels vous serez plus confortable. Alors, un de ces effets secondaires, c'est les fractures de stress. Alors, les fractures de stress du fémur, c'est par exemple si vous avez pris le biphosphonate ou le Prolia pendant plus de 4 ans, ça va se produire sur un ou les 2 fémurs. Puis, c'est comme une petite craque qui va se produire au niveau de fémur sans que vous ayez fait de quoi de particulier. Pas nécessairement parce que vous avez tombé. Ça va juste craquer. Souvent, les gens qui ont la fracture de fragilité, ou plutôt on appelle ça celle-là une fracture de stress, les gens vont sentir une douleur au niveau des cuisses, peut-être 1 à 2 semaines avant que la craque se passe. Je répète, c'est quand même très rare. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui a souffert de cette problématique-là, mais c'est quand même décrit. Alors, si jamais vous avez des douleurs au niveau des cuisses qui viennent d'arriver, par exemple, soudainement, ou là, vous n'êtes pas sûr, vous avez cette douleur-là au niveau des cuisses, vous pouvez en parler avec votre médecin
Au pire, il va vous faire un rayon X, puis parfois, il faut faire un bone scan pour voir s'il y a eu quelque chose ou pas. Parce que bien sûr, des douleurs au niveau des cuisses, on sait bien, quand on fait un peu d'arthrite ou un peu de mal de dos, on peut avoir des douleurs au niveau des cuisses. Alors, c'est-tu le médicament ou pas? Mais ça se dépiste quand même assez facilement. Alors, si ça arrive, on va tout simplement arrêter le médicament puis offrir d'autres options. Il y a aussi l'autre effet secondaire aussi très rare qu'on appelle l'ostéonécrose de la mâchoire. Alors, comme je dis, ça arrive sur une personne sur 10 000 à une personne sur 100 000, c'est assez rare. Mais d'abord, c'est surtout pour les gens qui reçoivent ce médicament-là, les bisphosphonates par les veines, dans des traitements de cancer. Alors, les doses dans les traitements de cancer sont beaucoup plus élevées. Alors, les doses qu'on donne, même en intraveineuse, pour l'ostéoporose, c'est beaucoup moins élevé. Alors, les risques sont vraiment très rares. Même chose, ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui a souffert de ce problème-là. Donc, ça va arriver suite parce que l'os va mal guérir, puis la gencive ne va pas recouvrir l'os. Donc, l'os ne va pas guérir, va manquer de nutriments, de vaisseaux sanguins, de nutriments, et il va mourir. C'est surtout après, mettons, des traitements, pas le nettoyage des dents, mais c'est quand même quelque chose d'assez majeur, comme par exemple enlever quelques dents ou mettre un implant. C'est surtout là qu'on va arriver. Certaines personnes, par exemple, qui ont du diabète ou qui fument ou qui ont déjà plusieurs problèmes avec leurs dents peuvent être un peu plus prédisposées. Mais comme j'ai dit, c'est très rare, puis c'est surtout si ça arrive, encore là, c'est rare, c'est surtout pour les gens qui reçoivent ces médicaments-là dans des traitements de cancer avec des plus hautes doses. Mais on va quand même suggérer aux gens, avant qu'ils commencent les bisphosphonates, par exemple, pour l'ostéoporose, on va quand même leur suggérer, allez voir votre dentiste, faites sûr que vous avez fait un bon nettoyage, puis que tous les traitements que vous avez besoin d'avoir, vous les avez, puis que c'est bien guéri avant de commencer. C'est la suggestion qu'on va faire. Mais si jamais vous avez besoin de traitement pendant que vous prenez les médicaments, on ne va pas nécessairement suggérer des arrêtés. Il pourra vous le suggérer, mais souvent, on ne va pas vraiment suggérer des arrêtés. Donc, comment longtemps on va prendre les médicaments? Donc, en général, je les ai mis là les dates à peu près, là, pour l'Artonel et le Fosamax, on va au moins le donner pour 5 ans. Pour l'autre qui est par les veines, le bisphosphonate par les veines, on va au moins le donner pour 3 ans. Puis par la suite, on va réévaluer avec la densité osseuse. La densité osseuse, ça va être important parce que c'est là où on va voir si on garde notre densité osseuse ou si on en perd. Parce que si on en perd, là, on va falloir réajuster. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourra faire ce qu'on appelle en anglais le holiday period, mais certains pourraient être offerts de faire le holiday period, surtout si leur risque, après 5 ans, par exemple, de Fosamax, leur risque est rendu un risque léger. Alors, c'est pas possible qu'on va leur dire, ou même un risque modéré, qui n'ont pas eu de fracture, c'est possible qu'on leur offre de faire un holiday period. À ce moment-là, on va arrêter le médicament, puis on va suivre avec la densité osseuse. Puis quand ils vont commencer à perdre un peu de la densité, on va reprendre le médicament. C'est possible. Bien sûr, si votre niveau est à haut risque, bien là, il va être fortement suggéré de le continuer pour la vie parce que vous êtes à haut risque. Alors, vos os sont fragiles. Donc, si vous tombez, vous êtes plus à risque. Le Prolia, par contre, ce n'est pas un médicament qu'on peut arrêter. Si vous le commencez, il faut le continuer. Parce que si vous l'arrêtez, il faut après le 6 mois, parce que le Prolia, c'est aux 6 mois. Alors, après 6 mois, il faut que vous le remplaciez par quelque chose d'autre parce que vous allez arrêter le Prolia rapidement. Arrêter le Prolia sans le faire suivre d'un autre médicament, vous augmentez de beaucoup vos risques de souffrir des fractures d'ostéoporose des vertèbres de votre dos. Alors, comment on va monitoriser le traitement pour voir si vous répondez bien? Bien, on va faire la densité. Alors, la durée, donc la densité puis la fréquence de la densité, ça va dépendre un peu de où ce que vous êtes. Fait que souvent, le radiologiste, quand il va faire son rapport,
il va écrire prochaine densité osseuse, le refaire dans 2 à 3 ans ou dans 5 ans. Dans 5 ans, ça, c'est vraiment très bon. Puis les gens sont jeunes, fait qu'ils vont dire le prochain dans 5 ans. Mais souvent, le plus tôt, ça va être 2 ans. Avant ça, on ne voit pas vraiment de différence. Puis, c'est ça en général pour la fréquence des densités. OK, donc c'est pas mal la conclusion de notre présentation. Donc, j'espère que ça vous a aidé à plus avoir une meilleure idée de ce que c'est l'ostéoporose et des différents traitements qui existent. Mais donc, pour conclure, donc en fait, l'ostéoporose, on sait que c'est plus fréquent chez les femmes, mais ça touche aussi les hommes. Donc, c'est important de s'informer. Et les gens qui sont atteints de l'ostéoporose peuvent ralentir la progression en changeant certaines habitudes de vie, comme on a parlé. Et pour certains, comme on a terminé avec ça, donc pour certains, on suggère aussi la prise de certains médicaments. Et donc oui, donc maintenant, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est prêt à vous répondre. Parfait. J'ai arrêté de partager parce que sinon, je me sens toute seule avec mon écran. Alors, peut-être que pour votre souper de ce soir, vous allez mettre un peu plus de protéines, des noix, du fromage pour augmenter les protéines et le calcium. Je vais Si vous vous poser avez une question, vous pouvez ouvrir votre micro puis on va y répondre. Ouais. Est-ce que j'ai été pour un bone density, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais j'ai été pour un bone density test à Saskatoon. Et puis là, il faut que je prenne des comprimés. Non. Ouais, tu es capable de le voir, là? Non. Est-ce que tu peux le voir? Max, oui, je le vois bien. OK. Es-tu correct, ça? C'est parfait. Oh, there. OK. Je prends une de ces pilules-là le même jour de la semaine. Fait que j'ai choisi lundi. Tous les lundis, là, je prends cette petite pilule-là. Puis je ne peux pas me coucher après ça. Puis il ne faut pas que je mange pour une demi-heure après. Puis il y a des side effects, mais j'en ai pas eu aucune. Puis là, je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'après 1 an, il faut que je retourne à Saskatoon pour un bone density test. Fait que c'est tout que je sais. Et souvent, il faut refaire avec la même machine. C'est comme ça qu'ils peuvent mieux évaluer la densité osseuse. Ouais. Mais c'est pas ça marche, justement. Puis c'est supposé d'aider, ça. Hein? C'est Oui, compris. ça va aider à vous éviter de perdre davantage de masse osseuse. OK. Ça se fait que. Puis après 1 an, ben, je vais retourner à Saskatoon pour prendre un autre test. Parfait. Ouais. Les C'est médicaments ne vont pas vous redonner la densité osseuse de l'âge de 25 ans. Mais Non. au moins, pouvoir la stabiliser pour vous éviter d'en perdre plus. Oui, c'est ça. C'est une prévention. Ça. Puis des fois, on en gagne un peu quand même. Hein? Il y en a qui gagnent un peu de densité. Mais c'est stabiliser le but. OK. Très bien. Merci. Bienvenue. Michel, j'ai une question. Ah, Oh, non, Jacqueline, vas-y. C'est une coïncidence parce que lundi, j'ai une densité osseuse moi aussi. Alors, c'est de la prévention. Et je prends aussi la nendronate que Mme Boutin prend elle aussi. Donc, ça fait plusieurs années que je prends ça. Et je voulais mentionner justement que j'ai déjà eu ostéoporose, mais avec le temps, c'est devenu ostéopénie. Donc, c'est possible qu'avec la médication, l'exercice, l'alimentation, on peut diminuer Oui. notre condition. C'est vrai. Alors, c'est ça, j'étais surprise. J'étais vraiment surprise
on pouvait revenir un peu mieux. Ça encourage, hein? Oui, oui. Mais les médicaments font quelque chose, mais tout ce que vous faites aussi autour, comme l'exercice, l'alimentation, c'est vraiment, vraiment très important. D'accord. Alors, je voulais vous donner mon expérience. Oui, Eric? Moi, j'ai été surpris par la quantité de protéines que vous recommandez chaque jour parce que en fait, c'est 1 gramme par kilo, vous dites, donc par kilo de poids corporel, c'est ça? Oui, bien, puis moi aussi, j'ai surprise, mais j'ai vraiment confirmé avec la diététicienne que nous avons, puis c'est vraiment ça. Pour les plus jeunes, c'est légèrement moins, mais en vieillissant, il suggère même plus de protéines mais je lui ai fait même le commentaire que la majorité, puis elle le dit aussi, tous les personnes âgées n'atteignent pas le niveau suggéré. Oui, parce que moi, il me semble qu'on nous conseille d'un autre côté, au contraire, de limiter la consommation de viande, etc. Donc, ça va un peu contre ce qu'on entend ailleurs. Non, parce que vous faites prendre les protéines végétales. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut effectivement diminuer les protéines animales, mais augmenter les protéines végétales. Fait que le poisson, c'est une bonne protéine. Le poulet, c'est quand même bon. C'est la viande rouge surtout et les viandes processées qu'on appelle qu'il faut diminuer. Mais le poisson, par exemple, les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches, le fromage, le lait, il y a différents types de lait. Hein? Donc, tout ça, c'est des protéines. Les noix, les graines. Donc, on peut retrouver les protéines dans bien d'autres choses que la viande. Et on n'a pas besoin de manger plus de viande rouge pour avoir les protéines. Okay. Merci. J'ai une autre question au sujet du lait. Que pensez-vous de toutes les variétés de lait qu'on voit sur le marché maintenant? Mais souvent, les laits d'amande, il n'y a pas autant de calcium que les laits de vache. C'est toujours une balance. Manger, c'est d'avoir du plaisir, d'essayer différents aliments. Si, par exemple, le lait de vache, ça ne vous intéresse vraiment pas, vous n'aimez pas ça, mais c'est toujours mieux, ça, le lait d'amande, si vous aimez. OK. Mais il y a des laits suppléments, comme par exemple Costco, je ne sais pas si vous savez du Costco, qui vendent des laits repas, pas des suppléments, vraiment, c'est pas complètement un repas lait, mais tu peux retrouver des laits enrichis avec beaucoup plus de protéines, comme 30 grammes de protéines dans un petit contenant. Fait que des fois, il faut juste regarder. Fait que regardez le nombre de protéines dans votre lait et aussi le nombre de calcium dans le lait. Alors, est-ce qu'il y en a des particuliers que vous recommandez, à part du lait de vache, là? Est-ce qu'il y en a que vous suggérez? Faites sûr que c'est enrichi. Hein, le lait d'amande ou les autres laits, que c'est enrichi. Mais c'est des bons laits. Vous pouvez avoir du lait d'amande qui est faible en gras. C'est juste qu'il faut que vous aimez ces laits-là. Parce qu'il y a quand même un goût particulier. Hein, c'est les cocos, tout ça. Fait que regardez le gras, regardez les protéines et aussi la quantité de calcium. Parce qu'il y a aussi différents laits, même dans la même compagnie, là, mettons le lait d'amande, ça peut varier. OK. Merci. Alors, je voulais savoir, Michel, je suis quand même un peu perdue. Tu vois, il y a ce que vous avez, les médecins, bon, je pense, quand je dis les médecins, l'indice de masse corporelle. Tu vois, on dit il y a une valeur au-dessus de laquelle on peut déclarer que tu es en surpoids, tu es obèse, ainsi de suite. Et en temps, on explique qu'il est bon pour la santé de rester quand même dans la bonne marge, c'est-à-dire entre 22,5 et 23, je pense. Alors, si tu dis que manger, prendre du poids, ça fait plutôt du bien aux os, comment est-ce qu'on fait pour perdre notre gras et rester dans la bonne marche de l'indice de masse corporelle? Mais c'était pour juste faire ce commentaire-là que des fois, en ménopause, beaucoup de gens vont se plaindre qu'ils ont de la misère à perdre le poids, ils ne sont pas capables de perdre le poids malgré qu'ils mangent bien. C'est sûr, parce qu'à cause des changements hormonaux, c'était juste le petit avantage.
En général, c'est sûr qu'avoir un poids santé, pas nécessairement un petit poids, hein, mais avoir un poids santé, c'est toujours mieux pour la pression, les problèmes de cœur, le cholestérol, pour bien d'autres choses. Mais le poids comme le BMI, c'est juste une valeur. Il y a des personnes qui sont obèses, il y a des personnes qui ont de l'embonpoint, mais qui sont en bien meilleure santé qu'une personne qui est vraiment slim. Parce que le poids, c'est juste le BMI, on s'en sert plus vraiment. Oui, on s'en sert peut-être pour catégoriser, mais je pense que la santé, c'est plus que ça. Tu as le poids, mais l'activité physique, manger santé, la santé mentale, hein, bien dormir, tout ça va affecter ta santé générale. Alors, si les gens ont des problèmes, font du surpoids, par exemple, mais qui font de l'exercice, ils mangent bien, beaucoup de fruits et de légumes, ils limitent leur sucrerie, par exemple, ils font attention à leur boisson. Aussi, ils prennent soin de leur santé mentale. Ils sont en bien meilleure santé et ils vont vivre plus longtemps et plus heureux que quelqu'un qui est à la diète. Il mange que de la salade. Il va être irritable toute la journée. Merci, Michel. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est Susan. Michel, j'aimerais savoir, peut-être que s'il serait possible d'envoyer ce que vous avez dit, la liste des ingrédients qui indiquent, disons, le calcium, la protéine surtout aussi, ça serait peut-être juste, je parle de la part des autres participants aussi, je crois que nous sommes tous intéressés à obtenir une copie de ces informations aussi, ça serait vraiment pratique. Vu que, surtout que le Guide canadien d'alimentation, il y avait tellement de discussions au sujet de ce qu'est la protéine envers ce qu'est le bon gras, des produits laitiers, des produits végétaux. C'est encore toute disons, un genre d'éducation pour nous. Il y a tellement d'options, mais aussi il y a un certain montant d'adaptation aussi. Tout à fait, oui, je vous enverrai qu'est-ce que moi j'ai. Ça vient de Diététisme Canada. Puis c'est ça que je donne aussi à mes patients. Donc, on peut les partager. D'accord, merci. Est-ce que les deux sites web que vous mentionnez, est-ce que vous pouvez nous les faire parvenir pour qu'on puisse, parce que c'est pas facile de les noter. Alors, ce serait bien, comme peut-être Christelle nous envoyer les sites pour l'exercice. Je vais essayer de partager mon écran et je vais aller à la fin. Je crois qu'à la fin, les exercices ici. Okay. Les deux sites d'exercices. Un que j'ai utilisé pour faire la présentation, puis j'ai l'autre qui vient d'une autre bouclette d'exercice. Fait que vous pouvez prendre une photo si vous avez un iPhone, mais je pourrais l'envoyer aussi. Peut-être nous les envoyer par Christelle. Je n'ai pas mon cellulaire avec moi, là. C'est bon, je vais t'envoyer ça, Jacqueline. C'est ça. Puis il y avait. Oui. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Et plus, c'est les autres documents que j'ai. Est-ce qu'on peut le voir encore? Bien Si sûr. vous voulez, si vous voulez, j'ai mis les deux sites web dans le chat du Zoom. Donc, les deux sont là si jamais vous voulez les copier-coller, là. Ça va être ici. Okay. D'accord, super. Je comprends pas. Osteoporosis prevention. Vous avez des fois pas besoin de tout écrire ça. Vous écrivez les premiers mots, là, puis après ça, ça vous abonne. Quoi donc? Osteoprevention, ça? Bon. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je pourrais partager ça avec vous ensuite, tout à l'heure. Il n'y a pas de problème.
Je vais vous poser une question. Avez-vous tendance à oublier de prendre votre vitamine D? Oui. Oui, Oui. Ouais. Alors, 2000 unités par jour. est-ce que vous oubliez de la prendre? Votre 2000. Fait que vous êtes bonne à la prendre, mais il y en a qui oublient de la prendre, hein? Alors, savez-vous que la vitamine D, c'est la seule vitamine que vous pouvez prendre toutes vos doses une fois par semaine? Alors, par exemple, si vous prenez 1000 unités une fois par jour, donc, vous pouvez prendre à la place 7000 unités une fois par semaine. 7000. Unité une fois par semaine. Alors, au lieu de prendre une petite pilule, si votre dose, c'est de prendre un comprimé par jour, ça veut dire que ça en fait 7. Mhm. Alors, vous prenez toutes vos 7 d'une shot à la place. Ah oui. Meilleur. Si votre dose, c'est de prendre 2 comprimés, ça varie des personnes, hein? Mais par exemple, si votre dose, c'est de prendre 2 comprimés de 1000 unités, mais ça veut dire qu'à la fin de la semaine, votre total, c'est 14 000. Ou 14 000. Vous prenez ça tout de suite. Vous avez fini pour la semaine. Vous pouvez vous concentrer sur Par semaine, 7000. une vitamine qu'on va éliminer par les urines. On va la garder dans notre gras. Et on va l'utiliser au courant de la semaine. Alors ça, c'est le truc pour les gens qui ont tendance à oublier la vitamine D. On ne fait pas une overdose de vitamine D dans une journée. C'est juste pour faciliter. Vous n'avez pas besoin. Des fois, il y en a qui préfèrent, ils ont la petite dosette, et ils préfèrent prendre leur comprimé en même temps, puis sont habitués comme ça va. C'est surtout pour les gens qui ont tendance à l'oublier. Donc, c'est pour ça. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses comme le calcium, les protéines. Parce que vous avez... Ouais. Est-ce que vitamine D a des effets avec d'autres médicaments? Bien, c'est surtout le synthroïde. Hein, le problème, le synthroïde, il n'aime pas beaucoup les autres médicaments. Mais en général, la vitamine D, il n'y a pas de problème avec les autres médicaments. C'est juste le synthroïde, là, pour la thyroïde. Ah, OK. Il ne peut pas être pris avec aucun médicament. Oh, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va se séparer en remerciant Michel Michel et Cécilia, bien sûr, pour toutes ces belles explications. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va faire d'autres types de présentations au courant de l'année. On va envoyer une liste de sujets, d'idées de sujets à Christelle. Alors, si vous avez des sujets que vous aimeriez entendre, partagez-les avec Christelle. Ça va nous aider dans la planification de nos prochaines activités. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne fin de semaine. Merci. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bye. Prenez votre verre de lait. Yeah. Pas de vin. À plus tard. Au revoir. Au revoir.